Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez bienvenus à cet atelier sur l'expérience client réussie dans l'immobilier neuf en VFA. Juste petite question, combien de promoteurs sont dans la salle? Très bien, ok, donc majorité de promoteurs, très bien. Je me présente rapidement, donc je suis Mathias Anoto, je suis le directeur général d'une agence qui s'appelle MKI, que j'ai fondée en 2008 et qui est donc expert dans le marketing immobilier pour l'immobilier neuf et éditeur d'une solution CRM qui s'appelle Imolid et dédiée à la promotion immobilière. Juste petite rétrospective, j'ai créé juste avant, j'ai démarré ma carrière chez Boursorama, qui est un laboratoire incroyable et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la dimension digitale, sur l'expertise digitale, sur la profondeur, la verticalité de ces expertises. En 2008, j'ai créé donc l'agence pour aider les entreprises à mieux communiquer, mieux appréhender la communication digitale. Également, en 2009, je me suis donc spécialisé, j'ai spécialisé l'agence sur l'immobilier neuf, donc en particulier l'immobilier, mais l'immobilier neuf en particulier. En 2013, on a créé le CRM Imolid, dédié aux promoteurs immobiliers. Et enfin, en 2021, aujourd'hui, on propose une solution complète, globale, à la fois sur la dimension marketing et à la fois sur la dimension système d'information. Vous verrez, on échangera vraisemblablement en fin de présentation sur l'utilité d'avoir un système d'information pour pouvoir servir une expérience client. Le parcours en VFA, vous connaissez évidemment tous autant que nous. Ça commence par la recherche d'un bien immobilier. Ensuite, il y a la notion de choix. L'utilisateur doit choisir son appartement, alors accompagné ou pas par une force de vente. Ensuite, il y a une signature, un contrat de réservation, avec un parcours qui s'inscrit, une signature chez le notaire, la personnalisation de son appartement, et enfin la réception donc de son appartement, un moment évidemment fort, attendu. Entre le moment où on recherche et le moment évidemment où on réceptionne son appartement, il peut se passer en moyenne entre 2 ans et demi, 3 ans, parfois pour les périodes les plus longues. Le parcours client, voilà aujourd'hui comment on organise, on orchestre, on scénarise finalement tout ce parcours. C'est un enchaînement de plein d'étapes. On a des étapes qui sont liées évidemment au travail sur le lancement, le travail sur ce qu'on appelle le nurturing, le travail sur le prospect. On transforme ce prospect ensuite en réservataire. Et ce réservataire, ensuite, on va continuer à l'accompagner jusqu'à la remise des clés en passant par des étapes intermédiaires qui sont vraiment des processus métiers. Donc on a deux actions finalement qui corroborent. La première, c'est une action qui est marketing. Ensuite, il y a un relais humain qui est pris par la force de vente, par les personnes qui s'occupent de l'administration des ventes et la relation client tout au long du parcours. Donc ça, c'est clairement de l'humain. C'est les métiers, c'est parfois des organisations chez les promoteurs qui sont différentes. Mais c'est l'humain avant tout. Et ensuite, on va rajouter une couche qu'on appelle une couche marketing pour positionner la marque, pour positionner aussi, évidemment, pour rappeler des informations programme, mais surtout pour positionner la marque tout au long de ce parcours. Le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a des communications de programme, mais finalement, la marque, tout au long de ce parcours, est présente peut-être un peu au début en termes de captation de leads, de positionnement de marque au départ, un peu lié quand même au programme, mais finalement elle n'est pas, de notre point de vue, suffisamment présente, et notamment sur la partie signature électronique, signature en tout cas de contrat de réservation, signature notaire, accompagnement client jusqu'à la remise des clés. Donc c'est en tout cas notre conviction, pour plein de raisons, mais en tout cas notre conviction, c'est de positionner la marque également. L'étude qu'on connaît tous, certains ont fait expérience même personnelle, c'est que UFC Que Choisir en 2019 encore remarquait le fait que 52% des utilisateurs qui ont acheté ou des personnes qui ont acheté un appartement étaient satisfaites. Donc 52% finalement c'est très peu, c'est pas suffisant de notre point de vue. Donc ça veut dire qu'un client sur deux pas complètement satisfait de la relation qu'il a avec la marque, ou en tout cas l'expérience qu'il a vécue avec cette dimension d'achat.
Donc évidemment, le promoteur, c'est lié en fait à plein de facteurs. C'est que finalement, c'est des processus qui sont très longs, très précis, très chronophages, très administratifs. Voilà, aujourd'hui, c'est un enchaînement même de plusieurs métiers qui s'alignent les uns par rapport aux autres, qui s'enchaînent les uns par rapport aux autres. La fluidité n'est pas forcément là. Donc voilà, je partageais l'autre jour avec un de nos clients promoteurs qui me disait en fait, ce qui est partagé sur la profession, c'est qu'on commercialise bien les programmes. On a bien transformé ces prospects en réservataires. On accompagne avec les outils, aujourd'hui plein d'outils qui existent pour accompagner les clients tout au long du parcours, mais on n'est pas des très bons finisseurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a souvent des réserves, il y a souvent des problématiques en livraison, et ça pollue un peu, on va dire, la relation client, ou finalement le sentiment que les clients peuvent avoir quand ils achètent un programme immobilier neuf ou un appartement. Le client lui-même, évidemment, le ressenti, c'est que ce n'est pas complètement fluide et il est en attente. Il n'est pas forcément complètement accompagné autant qu'il le devrait. Donc depuis toujours, ça progresse, évidemment. Il y a plein d'outils qui sont arrivés sur le marché qui contribuent de toute manière à améliorer cette expérience client, cet accompagnement en tant que tel. Mais on parle encore d'outils, ce n'est pas que de l'humain. Donc c'est vraiment une notion d'outil. Niveau charge de travail et organisation, la charge du promoteur, elle est beaucoup de travail évidemment sur la commercialisation. Ensuite, le lancement commercial se fait, commercialisation. Et finalement, cette charge de promoteur, elle se cumule. Aussi liée aussi peut-être en termes de ressources. Les ressources administration des ventes et les ressources chargées de clientèle sont pas peut-être aussi nombreuses que ce que ça devrait. Donc c'est là où on essaie de voir justement avec les outils comment on peut les équiper pour faire en sorte que cette charge soit mieux absorbée, plus agréable à gérer au quotidien, et que le métier de chargé de clientèle puisse vraiment prendre tout son sens et ne soit pas une succession d'enchaînements de tâches administratives. A contrario, le ressenti émotionnel du client, il est cyclique. Voilà, démarrage du projet, finalement il y a une notion d'un peu d'ascenseur émotionnel, on découvre le projet, on commence à s'engager, on signe ce contrat de réservation, on va on va obtenir son offre de prêt, et ensuite on va signer chez le notaire. Donc là on est à l'apogée, on va dire, ça y est, le projet est concrétisé. Et ensuite, c'est là que ça redescend un peu, parce qu'on paye les appels de fonds, on doit choisir, discuter avec le promoteur pour le choix des TMA, etc., le choix des prestations, intéressant, et puis on a la livraison. Alors livraison avec réserve, plus ou moins de réserve, et puis livraison sans réserve, qui n'existe pas beaucoup, mais il y a toujours quelques-unes. Et en fonction du résultat, la perception et le ressenti émotionnel, on va dire, du client va pas forcément être la même. La vision cible et l'objectif qu'on essaye en tout cas de se fixer et que toute la profession se fixe, c'est voilà, évidemment d'être en maîtrise de bout en bout sur toute la chaîne métier, et pour viser une satisfaction client, et on verra comment on est en capacité de le faire, et à chaque étape véritablement du parcours client. Comment ça se traduit justement par rapport à toutes ces étapes ? Il y a une approche méthodologique. Alors nous, on est très pragmatique dans notre approche, on va dire, système d'information et approche, on va dire, étude véritablement de la manière dont les promoteurs travaillent. La première, c'est quel est le métier qui est concerné. Et en fonction des promoteurs, il y a une organisation qui n'est pas forcément la même. On a les promoteurs, j'en ai croisé encore un ce matin, c'est une personne qui a une casquette commerciale, ADV, relations clients, et qui fait tout, marketing en plus. Petite structure, et chez d'autres promoteurs on va avoir le commercial qui va gérer l'administration des ventes, s'arrêter, ensuite une autre personne qui va prendre la relation client jusqu'à la remise des clés, et parfois on a 3 services qui doivent collaborer les uns par rapport aux autres. La deuxième approche, c'est de considérer en tout cas l'objectif. Finalement, à chacune des étapes, quels sont les objectifs qu'on doit se fixer. Troisième approche, c'est quels sont les moyens dont le promoteur dispose pour pouvoir atteindre ses objectifs. Enfin, quel est le bénéfice que l'acquéreur va pouvoir tirer, on va dire, de cette approche, de cette intention, véritablement. Et enfin, quelle est la considération en termes d'expérience utilisateur, en termes d'émotion,
finalement le ressenti que le client va pouvoir accueillir. C'est important d'avoir, voilà, de considérer l'ensemble de ces aspects-là, une dimension organisationnelle, une dimension objectif et une dimension ressenti et opérationnelle. Première étape, c'est la recherche. Donc là, on est sur la partie plutôt marketing. Évidemment, tout commence par un besoin ou un rêve, en fonction de chacun des projets. Dans tous les cas, ça commence véritablement par une recherche sur Internet. Voilà, on est soumis à des affichages de publicité ici et ailleurs. Mais voilà, on est dans cette recherche. L'objectif du promoteur, évidemment, c'est de capter le lead, c'est de mesurer les performances. C'est important de savoir quels sont les leviers qui sont performants et d'autres pas. Mais surtout, c'est d'engager ou en tout cas d'accueillir le client. Ça, c'est fondamental. Même l'accueillir, déjà, ne serait-ce qu'en tant que marque, indépendamment de la demande qu'il a pu faire par Internet ou quel que soit le levier, même sur les portails immobiliers, c'est immédiatement de faire en sorte que la marque puisse se positionner vis-à-vis de l'acquéreur, du prospect, de l'investisseur, peu importe. Bonjour et bienvenue chez nous. C'est comme ça que ça se passe dans les bureaux de vente. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça ne transpose pas forcément toujours, en tout cas sous le format digital. Donc voilà, ça c'est un objectif qui est important de se fixer. Les moyens, évidemment, il y a des moyens online pour faire de la conquête en tant que tel. On les connaît bien. C'est tout ce qui va être portail immobilier, tout ce qui va être moteur de recherche, réseaux sociaux. Il y a un nombre de leviers qui sont incroyables aujourd'hui. On les sollicite, on maîtrise bien, et je pense que tout aujourd'hui, la profession les maîtrise bien. Il y a des leviers qui sont plus ou moins performants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous mesurer véritablement cette performance, donc, et quasiment en temps réel. Ensuite, en termes d'autres aspects, évidemment, le offline, le print, voilà, c'est l'affichage, c'est les bureaux de vente, évidemment. On verra s'il y a de plus en plus ou de moins en moins. Les tracks, les flyers, voilà, tous ces éléments-là sont les supports sur lesquels on va pouvoir communiquer. Ce qui est important, c'est de trouver le bon mix, de trouver le bon équilibre. Et encore une fois, tout ça, ça se mesure. Ça va dépendre des localités, ça va dépendre des cibles, ça va dépendre du produit, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment mesurer. Pour que vous puissiez être présent sur l'ensemble des supports et faciliter finalement la recherche de vos prospects en maximisant votre présence sur l'ensemble des supports utiles. Voilà, ça, c'est un élément qui nous semble être important. On est plus sur une dimension marketing à ce moment-là. La considération expérientielle pour l'utilisateur. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'il manque une slide. Voilà. Sur la phase de recherche, l'objectif vis-à-vis de l'utilisateur final, c'est quand même de susciter l'intérêt. Il faut susciter la curiosité, l'intérêt véritablement par rapport au programme, au projet, et l'inviter à engager ou en tout cas à laisser ses coordonnées en tant que tel. A posteriori de cette phase de captation et de démarrage de recherche, on est dans une phase de découverte pour l'utilisateur, découverte un peu plus approfondie du projet, du produit, de l'appartement, de l'ensemble des appartements qui sont disponibles. Donc, l'objectif du promoteur, c'est donc de permettre à vos prospects de découvrir toutes les informations utiles, indispensables, donc évidemment sur le programme, mais pas que, on en parlait tout à l'heure. C'est aussi de permettre de découvrir toutes les informations utiles, importantes sur la marque, notamment voilà, les valeurs, les partis pris, le positionnement. Voilà, c'est important vraiment de tout faire pour que, indépendamment d'informations de produit qui est immédiatement perceptible et qu'on comprend facilement, en revanche, voilà, quelle est la marque, comment la marque se différencie par rapport aux concurrents et en quoi voilà, il y a un savoir-faire, il y a un positionnement qui est propre à cette marque-là. Donc ça, c'est important de le considérer. Et pour nous, ça fait vraiment partie des objectifs, en tout cas, d'un promoteur. Les moyens qui sont donnés pour la communication programme, on les connaît, c'est des leviers, c'est des landing pages sur la dimension online, c'est des sites internet dédiés, approfondis, c'est des maquettes 3D, c'est des maquettes orbitales, c'est des vidéos interactives, des cartes interactives positionnées, ça va être tout un tas d'informations qui sont propres, on va dire, au programme et qui vont vraiment permettre de découvrir le programme en façade
sur les différents supports de communication online. Il peut y avoir des webinaires de présentation, on peut faire intervenir l'architecte, le promoteur, on peut faire intervenir l'aménageur, on peut faire intervenir beaucoup de choses. Et c'est donner le maximum d'informations sur le programme. Ensuite, sur le offline, évidemment, une présence sur bureau de vente, maquette physique et au niveau de, pareil, une brochure, tous les supports de communication traditionnels. Les moyens que la marque se donne sont des moyens voilà, pour la marque, c'est donc des pages ou un site internet avec une rubrique véritablement qui permet de présenter la marque en tant que telle. Ça peut être aussi la rédaction de brochures sur les marques, ça peut être la rédaction de manifestes. Voilà, quel est l'ADN de l'entreprise, pourquoi, quelle est sa raison d'être, quel est véritablement son positionnement, sa responsabilité sociale d'entreprise. Il y a une tendance aujourd'hui, en tout cas il y a même une nécessité aujourd'hui, en tant que consommateur, savoir comment la marque envisage même une dimension écologique, on va dire, dans son approche dans la construction. C'est très tendance, RT 2020 en fait partie. Il y a beaucoup de constructeurs en bois, en tout cas avec maintenant du béton bas carbone, etc. Donc c'est important en tout cas de partager ces informations-là, mais avec une dimension un peu pédagogique. Voilà. Peut-être ça fait aussi la différence parfois. Et aussi de travailler, alors il y a tout un tas de textes, de contenu qui est travaillé généralement. On peut aussi transposer ces contenus en vidéo. Voilà, c'est aussi une manière très facile finalement de comprendre et d'appréhender une marque en 2 minutes, 3 minutes. C'est un élément qui est essentiel. Ensuite, sur le offline, évidemment, les manifestes, des brochures, j'en ai parlé. Le bénéfice acquéreur, évidemment, ça va être de permettre donc à votre futur acquéreur de se projeter dans son futur logement, donc découvrir la maquette sous tous les angles, les plans, mettre à disposition. Donc il faut être agile sur l'exploitation de tous ces médias et pouvoir les transposer, les montrer sur différents supports de communication online et offline. Et c'est aussi être rassuré par rapport à la marque, voilà, accueilli par la marque et rassuré par la marque. L'objectif, qu'on peut viser, c'est de se dire je suis en train de me renseigner sur un appartement dans une ville, ça c'est classique, mais c'est tel promoteur. Et ce promoteur, ça serait bien qu'il puisse rester quelque chose et qu'on puisse raconter véritablement en quoi ce promoteur est différent des autres et qu'est-ce qu'il apporte en tant que tel. Ça, c'est des éléments qui sont, de notre point de vue, importants à travailler en communication par rapport aux marques. La considération évidemment de l'utilisateur, c'est de rêver, de se projeter et de se dire qu'il a envie de s'engager, en tout cas, pourquoi pas, peut-être un peu plus sur cet appartement-là, avec ce promoteur-là en particulier. Ensuite, le choix de son bien immobilier, l'étape d'après, là on est plutôt dans une dimension commerciale. Où finalement les objectifs vont être d'accompagner le prospect dans son choix futur de logement. Donc là encore, notre conviction, c'est que l'humain est fondamental dans cette phase. On a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être rassuré, on a tout un tas de questions sur son futur logement. Les logements qui se vendent, en tout cas tout en ligne, tout seul, ça fait très longtemps qu'on en entend parler et pour l'instant, c'est pas encore peut-être la voie en tout cas qui nous semble être la bonne. L'humain reste, de notre point de vue, dans un achat aussi important qu'un achat immobilier, ça nous semble être fondamental. Les moyens que les promoteurs ont justement pour engager les conversations, ce sont des moyens qui sont multiples. Alors vraisemblablement, il faut un CRM, évidemment, où on va même pouvoir mesurer, enregistrer toutes ces informations. C'est évidemment des emails, des SMS. On parle aujourd'hui de visio, avec même possibilité de prendre des rendez-vous en ligne par rapport à la disponibilité, la force de vente en tant que telle. C'est évidemment des rendez-vous qui peuvent être aussi en présentiel sur des bureaux de vente physiques maintenant qui sont réouverts. Et donc c'est le téléphone, tous les moyens de communication sont à disposition. Ce qui est important, c'est d'enregistrer ou de noter tous ces événements-là, on va dire dans le CRM, pour bien comprendre ce qui a été fait sur, en tout cas dans le traitement commercial, que ce soit fait par un commercial, un autre ou plusieurs, et donc pour avoir une vision vraiment très précise du travail commercial qui est fait sur un contact donné. C'est autant d'éléments qu'on va pouvoir utiliser justement pour pouvoir envoyer potentiellement même des messages automatisés a posteriori d'un événement donné en particulier. Le bénéfice,
c'est de permettre à votre prospect donc, de sélectionner avec vous le bien qui va vraiment correspondre à son besoin. Donc ça, c'est l'accompagnement, c'est le conseil. On va vendre le programme en question. La considération, c'est le sentiment d'être bien accompagné, parfaitement accompagné, avec la bonne personne pour pouvoir choisir son futur logement. Ensuite, on rentre dans une dimension plus administrative, plus complexe. C'est la signature, un moment fort, un contrat de réservation, comme on dit, avec la dématérialisation de ce contrat. L'objectif, c'est de passer peut-être de l'ère du papier. Alors, le confinement et la crise sanitaire a accéléré complètement, on va dire, cette migration de la signature papier à la signature électronique. Et tant mieux, je pense que c'est plus fluide pour tout le monde. Et donc, ça a permis de simplifier complètement le processus. Donc ça, c'était important, de simplifier toute cette paperasse, cette gestion de paperasse et de papier, avec même des temps beaucoup plus longs de transmission, de vérification, qui étaient, donc ça, tout le monde connaît aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 90% des promoteurs qui sont passés à la signature électronique, donc c'est plutôt bien. Mais c'est important de bien maîtriser, on va dire, aussi cet aspect-là. La signature électronique et évidemment envoi de tous les documents au format électronique avec recommandé électronique aussi. C'est pas juste une signature en tant que telle. Le bénéfice, on le pressent évidemment, c'est de pouvoir fluidifier les choses et que ce soit beaucoup plus simplifié. La considération expérientielle, c'est de rendre fluide complètement ce processus d'engagement et que ce soit engageant pour la suite. Ensuite, il y a la phase de financement et de signature notaire. Là encore, il y a pas mal d'étapes qui sont importantes en tant que telles. Là encore, le promoteur peut être un peu pédagogique, à accompagner l'acquéreur dans cette phase-là. L'objectif, donc, c'est partager, être proactif dans cet accompagnement. Les moyens, ça va être potentiellement aussi de mettre à disposition un espace client où le client va retrouver l'intégralité de ses informations et pouvoir converser avec son acquéreur, avec son promoteur, poser des questions, engager des choix ou des demandes de TMA, valider ses choix de prestations. On a beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui positionnés sur ce secteur-là et qui n'est pas de rupture en tout cas dans cette organisation. Au niveau des moyens, donc on connaît les étapes, c'est une signature, on connaît toutes les étapes, c'est le financement et la signature notaire ensuite. Le bénéfice, c'est que ce soit une succession, on va dire, d'étapes qu'il doit suivre pour que ce soit le plus fluide possible et qu'il va pouvoir suivre aussi à travers son espace client. Donc il y a le travail qui est fait chez le promoteur et le suivi, le pendant, de façon à ce que l'acquéreur puisse voir l'avancement, on va dire, de traitement administratif de son dossier. En termes de considération, c'est évidemment beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus se sentir en confiance, en tout cas par rapport à la signature chez le notaire et d'être pleinement accompagné dans cette période-là. Ensuite, la personnalisation de son bien. Donc on parle parfois de travaux modificatifs et acquéreurs, on parle parfois de choix de prestations, on parle d'options. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont positionnés sur ces secteurs-là, avec des modélisations 3D, possibilité de pouvoir configurer son appartement. Il y a beaucoup d'initiatives et d'innovations qui ont été portées sur ces dernières années. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces outils-là sont utilisés de manière complètement autonome par les utilisateurs. Aujourd'hui, le retour de nos clients, en tout cas, qui ont mis à disposition ces techniques-là, c'est que finalement, ce n'est pas encore complètement utilisé de manière complètement autonome par les utilisateurs eux-mêmes. C'est utilisé souvent par les personnes qui s'occupent de l'administration des ventes, suivi des ventes, la relation client, pour utiliser ces outils-là et structurer, on va dire, ces demandes-là, gérer ces demandes-là, mais ce n'est pas fait de manière parfaitement autonome. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc les objectifs, c'est de permettre donc, de proposer un processus simple, justement, pour pouvoir faire ces demandes de TMA et choisir les prestations. Ensuite, on a des solutions qui existent.
C'est donc Arca Studio par exemple, qui sont alors pas présents sur le Rent. On a Dive par exemple, .fit, qui a un configurateur d'appartement. Certains sont positionnés sur la dimension TMA, comme Shoyu, et essentiellement TMA et choix des prestations. D'autres sont positionnés sur TMA et choix des prestations. Voilà, donc c'est pas encore, c'est encore en tout cas en train de progresser et avec même des acteurs comme Abix ou Realize 3D qui proposent vraiment des simulateurs. Comment on incorpore, comment on intègre ces techniques-là sans qu'il y ait de rupture dans l'expérience utilisateur pour gérer ces éléments-là. Le bénéfice, c'est que voilà, il puisse faire simplement ses demandes, personnaliser son appartement et que ce ne soit pas trop complexe, en tout cas dans le processus. En termes de considération, évidemment, ça simplifie encore une fois les choses. On est là dans la simplification et l'accompagnement avec la mise à disposition d'outils qui sont complètement étudiés pour ça. Et le faire peut-être en collaboration avec les personnes chez les promoteurs pour accompagner, utiliser ces outils-là véritablement pour personnaliser. Ensuite, il y a des dimensions informatives. On veut aussi être informé tout au long de l'avancement de la construction donc de son futur appartement, de son immeuble, peut-être parfois de son quartier. C'est un élément important. Sur le chantier, l'évolution, la possibilité via des espaces clients intégrés de pouvoir partager des photos, pour pouvoir communiquer même comme si on était dans l'animation d'une communauté. C'est une communauté de futurs, on va dire, voisins. Donc on peut communiquer à la fois sur l'information construction programme, mais aussi sur, pourquoi pas, l'évolution de quartier, nouveaux commerçants ou l'évolution du quartier. Donc ça, c'est des éléments qui sont important aussi, il faut avoir les outils pour pouvoir le faire. Les moyens, c'est donc un espace client encore, une fois, que vous mettez à disposition de vos acquéreurs pour qu'ils puissent suivre tous ces avancements en tant que tels. Les bénéfices, c'est qu'ils soient informés de manière transparente, même s'il y a eu beaucoup de retard évidemment de livraison ces 1 à 2 dernières années, peut-être encore plus longtemps, mais au moins informer, communiquer, c'est déjà un premier pas apprécié en tout cas de la part des collaborateurs. Et enfin, considération, c'est voilà, sentir que son projet prend forme et se concrétise, avance et que bientôt ils pourront prendre possession de leur logement, justement, avec une épreuve qui est la remise des clés, avec plus ou moins de réussite en fonction du nombre de réserves que l'on va découvrir a posteriori. Là encore, il y a des acteurs qui sont là, identifiés pour la gestion justement donc, de la remise des clés et de la gestion des réserves. Donc nous on a identifié 2 qui, en tout cas, qui sortent du lot avec lesquels évidemment on échange et on est interfacé. En premier lieu, pas de 1 ou 2, en tout cas Quality et Archipad sont les 2 acteurs, en tout cas de nos points de vue, qui sont complètement positionnés sur ce secteur-là et sur cette activité-là, et en tout cas avec une vraie adhésion des utilisateurs et un vrai service rendu, en tout cas sur cette expérience-là, en tout cas. Le bénéfice, c'est d'avoir un suivi précis alors déjà s'assurer que ces réserves sont bien répertoriées et d'avoir un suivi précis justement de la gestion de ces réserves de manière itérative. En termes de considération, voilà, c'est prendre possession de son appartement en toute sérénité et là encore se sentir accompagné. Enfin, un dernier élément important par rapport au parcours, c'est le fait de donner son avis. Important aujourd'hui, on veut donner son avis, on consulte les avis. Là encore, il y a la possibilité de pouvoir utiliser des outils qui permettent de recueillir des avis clients. Et là, il y a 3 aspects qui sont importants de prendre en compte. C'est mettre en place des enquêtes de satisfaction, mais pas forcément que d'ailleurs au niveau de la remise des clés, ça peut se faire quasiment tout au long du processus. Et pour pouvoir partager ces avis, alors évidemment en premier lieu sur Google, mais aussi sur vos différents supports de communication. Et enfin, ça permet de calculer, alors peut-être ça parlera à certains, d'autres à moins, ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui est plutôt à des fins, on va dire, internes,
Voilà, qui permet de mesurer la satisfaction. Et pareil, un nouvel indicateur, en tout cas qu'on parle peu, c'est de notre point de vue, c'est le Net Promoter Effort Score, qui permet de mesurer l'effort qu'il est nécessaire pour pouvoir satisfaire, on va dire, vos différents clients a posteriori. Bénéfice, voilà, c'est de pouvoir donner son avis, d'être entendu et sentir que chacun peut s'exprimer. Et se sentir écouté en tant que tel. La conclusion, j'ai essayé d'aller vite. Finalement, une fois qu'on a tout ça, ce que je viens de dire vraisemblablement, vous le maîtrisez, c'est votre quotidien. La question, de notre point de vue en tant qu'agent, expert digital marketing et éditeur d'une plateforme CRM complète, c'est pas la question, c'est pas véritablement de savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, chacun fait véritablement bien les choses. La question, c'est comment on peut le faire et comment on peut l'automatiser, le systématiser en tant que tel. Et quels outils on utilise pour pouvoir le faire. Et pour ça, si on regarde, il y a des différentes problématiques. C'est la problématique de conquête prospection, donc c'est une première problématique. C'est la partie marketing généralement qui adresse cette partie-là. Ensuite, il y a la partie traitement des prospects avec la dimension commerciale. Là, c'est plutôt le CRM qui prend complètement le relais. Et la dimension relation client. Là encore, le CRM prend le relais avec un espace client. Mais tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, c'est un système d'information qu'il faut construire voilà, qui va centraliser toutes les informations contacts, centralisées et unifiées, et toutes les informations programmes que vous allez pouvoir travailler, avec lesquelles vous allez être agile pour les exploiter en termes de communication tout au long du parcours de vos acquéreurs. Si on retrace le parcours, donc on a la phase de recherche, réservation, acte authentique, TMA, choix des prestations et livraison. Voilà quels sont les modules, entre guillemets, et à quel métier ça correspond. Et une fois qu'on a structuré tous ces éléments-là, on est en capacité d'activer finalement un certain nombre de prises de parole à des moments clés en fonction des événements, des informations qui sont enregistrées dans le système d'information, dans le CRM. Commencer par remercier, féliciter, accompagner, faire des enquêtes de satisfaction. Elle peut être déclenchée automatiquement, directement, à partir du moment où l'information est stockée à un endroit donné. Donc c'est ce qu'on appelle l'automation marketing, c'est l'automatisation d'un certain nombre de prises de parole qui peuvent être prises à travers les emails évidemment, ou des SMS qui sont aujourd'hui très performants en termes de récupération des informations et de ressenti, en tout cas de la part de vos acquéreurs. Donc, la question comment, on a construit un CRM qui s'appelle Imolid, qui permet finalement de centraliser tout un tas de modules fonctionnels et qui permet d'accompagner les promoteurs dans la mise en place finalement de l'expérience client de bout en bout sur l'achat immobilier neuf en particulier. Donc c'est une expérience optimale qu'on veut et qu'on construit de bout en bout, et en s'appuyant sur des modules fonctionnels qui sont vraiment dédiés à la promotion immobilière, que ce soit marketing, que ce soit commercial ou que ce soit relation client en particulier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur le sujet.